Ils sont français ou canadiens, ils ont rejoint les rangs de Daesh en Syrie, mais ont-ils combattu ou non? Quoi qu'il en soit, des djihadistes français ont été transférés en Irak. 11 d'entre eux ont été condamnés à mort, une justice irakienne qui pose question. Mais quel est le rôle de la France ou du Canada dans tout ça? C'est ce qu'on va essayer de comprendre avec l'avocat français des djihadistes français en Irak, Maître Nabil Boudi. Bonjour. Maître Boudi, vous revenez de la région. Est-ce que vous avez pu rencontrer ces djihadistes français que vous défendez, vos clients? Je n'ai pas rencontré mes clients personnellement, puisqu'il y a de réelles difficultés sur place, que ce soit en Syrie et en Irak. On défend également des Français qui sont actuellement dans les prisons syriennes, dans le Kurdistan syrien. Tout est verrouillé pour le moment. Et comment vous expliquez ces difficultés? Pourquoi est-ce autant verrouillé? Cette difficulté pose problème d'une part avec les autorités locales, qui ne nous permettent pas de nous entretenir avec nos clients directement, pour préparer leur défense, pour certains, pour ceux qui n'ont pas encore été jugés, pour essayer de rencontrer ceux qui l'ont déjà été, pour comprendre quel est leur degré d'implication, savoir quels faits ils ont commis, essayer de les accompagner. Sur place, on nous explique que finalement, la France, sans les viser directement, interdit tout contact avec les ressortissants sur place et les intervenants extérieurs, journalistes, ONG et avocats. Alors, ils sont 13 djihadistes français en Irak, 11 condamnés à mort par pendaison. Pourquoi eux? Parce qu'il y en a d'autres, finalement, des djihadistes français emprisonnés. C'est la principale question qu'on a souhaité poser aux autorités locales. Oui. Pourquoi ces Français, d'abord, ont-ils été transférés? Puisqu'il y a d'autres Français qui sont restés dans le Kurdistan syrien. Pourquoi uniquement ces 11 personnes? Ensuite, pourquoi ces 11 personnes ont été immédiatement condamnées, donc jugées en Irak, alors qu'on sait aujourd'hui que d'autres Français étaient déjà présents à Bagdad? Donc, toutes ces questions-là nous laissent penser qu'avec ce transfert, il y a une intervention bien française là derrière. Alors, où en est le procès aujourd'hui, à l'heure actuelle? Donc, ils ont été condamnés à la fin du mois de mai. Les procès se sont étalés sur 2 semaines. Donc, les dernières dates de condamnation étaient le 3 juin précisément. Aujourd'hui, on a rencontré une réelle difficulté, celle qui concerne la procédure d'appel. Vous avez interjeté appel? Certains sur place ont accepté d'interjeter appel de leur condamnation, d'autres ont refusé. C'était quoi le but? Pourquoi? Puisque les autorités irakiennes ont demandé, en échange de la possibilité de pouvoir interjeter appel, de signer des aveux. Certains ont refusé. Puisque la difficulté, à mon avis, dans ce transfert, c'est que la plupart de ces 11 Français n'ont jamais mis leur pied sur le territoire irakien. Donc pourquoi les transférer? Donc c'est ces questions-là qu'on aurait voulu leur poser et qu'on a essayé, c'est ces réponses-là qu'on cherchait en se rendant sur zone directement. Or, sur place, c'est extrêmement difficile d'avoir ces réponses précises. Et l'idée d'interjeter appel, c'était peut-être aussi de gagner du temps pour bloquer. L'idée d'interjeter appel, c'était de suspendre les exécutions. Le Quai d'Orsay s'est engagé à intervenir en cas d'exécution. C'était la parole du ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian. Oui. Certains n'ont pas réussi à faire appel. Donc l'exécution est en suspens et pèse actuellement sur ces Français qui n'ont pas pu faire appel. On demande l'intervention française immédiatement. Alors en tout cas, la position de la France est claire sur le sujet. Elle n'en veut pas de ces djihadistes français. L'opinion publique non plus. Elle considère qu'il doit être jugé dans le pays où les crimes ont été commis. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Il faut faire plusieurs observations. Est-ce que ces Français ont commis des crimes d'abord sur cette zone-là? Avec un procès expéditif qu'il y a eu en Irak, qui a duré 15 minutes pour certains, on n'aura pas ces éléments de réponse. Est-ce qu'ils ont combattu? C'est ce que vous voulez dire? Tout d'abord, on veut savoir s'ils ont commis des crimes. Est-ce que faire allégeance à Daesh est un crime? C'est considéré en France comme un délit, si on ne commet pas de crime derrière. La seule appartenance à l'organisation État islamique en France est constitutive de ce que nous, on appelle, avocats, l'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. C'est un délit. Si vous appartenez à l'organisation, c'est un délit. Si derrière cette appartenance, vous commettez d'autres crimes, là, c'est la cour d'assises qui devient compétente. Mais le débat n'est même pas là aujourd'hui. Le débat, il est... La France n'a pas le droit de transférer ses ressortissants vers un pays où on y pratique la torture, où on condamne à la peine de mort. Pour vous, la France est responsable dans le transfert du Kurdistan syrien à l'Irak? Alors,
il y a tout un tas d'indices qui nous laissent penser que c'est la France qui est à l'origine de ces transferts, d'une part. Supposons que la France ne soit pas à l'origine. On peut se poser la question de savoir pourquoi les Irakiens ont voulu juger ces Français-là. Ils ont d'autres chats à fouetter, pardonnez-moi l'expression. Mais si la France était au courant que des Français allaient être transférés, elle aurait dû intervenir. Ça fait partie de ses obligations. L'État français est signataire de certaines conventions, de la Convention européenne des droits de l'homme de sauvegarde, qui interdit précisément de transférer ses ressortissants vers un pays où on condamne à la peine de mort. Mais est-ce que vous pensez, selon vous, que de l'argent a été en jeu ? Vous savez, il y a tout un tas de rumeurs qui circulent selon un espèce de deal qui aurait été passé entre la France et l'Irakien pour que l'État irakien juge les ressortissants français. C'est le président de la Cour spéciale irakienne qui a reconnu que l'État français a versé de l'argent à l'État irakien. C'est pas moi qui le dis, c'est la justice irakienne. Donc on peut s'interroger aujourd'hui sur la responsabilité de la France d'aller passer des deals avec des États qui se trouvent dans une région particulièrement instable. Vous m'avez demandé tout à l'heure, est-ce que la France doit les rapatrier ? L'opinion publique est contre le rapatriement. Mais si on a une approche purement sécuritaire, la justice antiterroriste française, les services de renseignement, une partie du Quai d'Orsay est favorable au rapatriement de tous. Pourquoi ? Parce qu'ils ont très bien saisi que ces Français seraient beaucoup plus en sécurité sur notre territoire que dans une région qui est particulièrement instable d'un point de vue géopolitique. Les Américains rapatrient les combattants. Les Russes rapatrient les combattants. Pourquoi ? Alors, Maître Boudi, je vais vous couper parce que nous sommes également en direct de Sherbrooke avec David Morin, professeur à l'université de Sherbrooke et co-directeur de l'Observatoire sur la radicalisation et l'extrémisme violent. Bonjour à vous. Quelle est la politique du Canada envers ses ressortissants djihadistes ? Alors, pour ce qui est du Canada, il faut comprendre que le problème se pose de manière très différente par rapport à la France, par exemple, ou à l'Allemagne, dans la mesure où le nombre de djihadistes revenants est quand même extrêmement faible. En fait, depuis plusieurs années, le gouvernement du Canada donne le chiffre d'une 60aine de personnes, mais la plupart, en fait, ne viennent ni d'Irak, ni de Syrie. Donc, c'est vrai que cette question-là fait que si le débat est lui aussi assez polémique ici, il se pose quand même dans des termes qui sont bien moins, je vous dirais, problématiques que sur le continent occidental. La politique du gouvernement canadien, elle est la même que la plupart des pays occidentaux, c'est de privilégier la judiciarisation. Et donc ça, c'est important. On essaye effectivement de poursuivre les gens. On ne se prononce pas trop sur le rapatriement, on laisse faire un peu, on ne fait pas d'efforts particuliers. Mais c'est la judiciarisation d'abord qui est privilégiée. Et on a quand même mis en place un protocole qui, en marge de la judiciarisation, finalement, prévoit à la fois une évaluation du risque, mais une prise en charge psychosociale des individus qui pourraient potentiellement revenir. Donc c'est un modèle qui est instauré. Maintenant, il reste à le tester. Nabil Boudi, est-ce qu'on a ce même système en France favorisant la réinsertion ou pas du tout ? Le problème français est vraiment une exception à l'échelle occidentale, puisqu'on fait partie on est le pays le plus gros pourvoyeur en Europe. La France, s'agissant de ses revenants, a une approche beaucoup plus sécuritaire finalement que psychologique. On n'est pas immédiatement sur le volet de la déradicalisation, pour reprendre l'expression qui a été citée par le collègue. Mais dans les prisons et dans les maisons d'arrêt où sont détenus les revenants, il y a une grosse carence de la part de l'État français. On mise uniquement sur le volet purement sécuritaire. Mais il y a une carence là-dessus. Alors un mot sur la justice internationale. Pourquoi ne pas s'en référer à La Haye dans le cas de ces djihadistes ? Alors, la Cour pénale internationale, selon moi, ne serait pas compétente pour juger ces Français-là. Mais l'idée qui a été évoquée parmi les différents interlocuteurs sur ce projet-là, c'est de créer une justice internationale qui inclurait les Syriens, mixte donc. C'est les Syriens ou les Irakiens. Maître Nabil Boudi, merci. Vous êtes avocat au barreau de Paris, avocat des djihadistes français. Merci également à David Morin. On a eu des petits soucis techniques, on n'a pas pu vous prendre avant. Je rappelle que vous êtes co-directeur de l'Observatoire sur la radicalisation et l'extrémisme violent.